Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Deux invités nous ont rejoints cette fois-ci. Nous sommes avec Madi Mohamed de Djabakate. Bonjour Madi. Bonjour. C'est un honneur de nouveau de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes politologue, expert électoral. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment un sur la dynamique des constitutions de la République du Togo. Oui, un sur la dynamique de la constitution togolaise, c'est qu'en 5 ans de vie constitutionnelle au Togo, et un autre sur les organes de gestion des élections aussi. Justement, ça tombe bien, puisque nous parlons de l'Afrique avec l'organisation des élections. À quel sein faut-il se vouer pour avoir la tranquillité de l'organisation des élections? Avec vous, m'a dit un doyen, Boutou Dibril Sibabi. Bonjour, monsieur Sibabi. Bonjour, monsieur Jiboto. Monsieur Sibabi, vous devez être analyste informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Exactement. Et deuxième secrétaire général adjoint chargé des affaires administratives et financières de la Convention démocratique des peuples africains, CDP, un parti d'opposition. C'est ça. Et puis, il faut l'ajouter, recommande des membres de la CENI au Togo. Hein. Vous avez fait combien? 6 ou 7 commissions électorales déjà, Depuis... Oui, j'ai fait 6 ou 7, oui, c'est vrai. Depuis 98. Depuis 98. Bon, je n'ai pas fait à toutes les autres, mais j'étais dans les coulisses, puisque j'ai été fonctionnaire à la CENI aussi. Ça veut dire que vous maîtrisez tout ce qui se passe là-bas. Oui. De bon comme de mauvais. On verra. Alors, généralement, depuis la démocratisation en Afrique, la tendance, la mode, c'est de confier l'organisation des élections à des structures indépendantes. Est-ce que c'est une bonne pratique, Madi Djabakate? Bon, vous avez bien parlé du début du processus démocratique, parce que avant, c'était la charge du ministère de l'Intérieur. Oui. Et parce que les gens n'ont pas eu satisfaction, les gens ont porté des réserves à ce que faisaient les gouvernements. On a voulu que ce soit maintenant des organes de gestion des élections. Alors, on peut être satisfait aujourd'hui parce que, après tout, le processus démocratique, ça fait plus de 25 ans. Et progressivement, les structures ont évolué, les approches ont évolué. Donc, c'est toujours un changement perpétuel, mais toujours dans l'optique de la consolidation. Donc, on peut dire aujourd'hui, le seul outil disponible pour organiser des élections moins querellées, c'est pour le moment ces organes de gestion des élections qui sont là. Mais dans le contexte togolais, il faut quand même souligner ce paradoxe. La seule élection gagnée par l'opposition et moins contestée, ce sont les législatives de 1994, organisées paradoxalement par le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Mais vous vous rappelez à l'époque aussi qu'il y avait un secrétariat qui était national chargé des élections au niveau du gouvernement. Donc c'était vraiment un gouvernement de mission qui avait pris les élections à son agenda. Donc ça a peut-être joué sur la qualité de l'organisation en soi-même. Mais aussi, quand vous prenez les élections les plus querellées, ce ne sont jamais les élections législatives et autres. C'est toujours les élections présidentielles qui crée le plus de problèmes possibles. Sinon, quand vous prenez les législatives, ça se passe toujours au moins avec moins de tension. Sibabi, que pensez-vous de ce choix de confier l'organisation des élections à des structures autres que celles étatiques? C'est vrai, notre apprentissage démocratique nous amène à faire des choix. Effectivement, ce choix est fait après les élections de 1998. Parce que aux élections de 1998, on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a certains candidats dont les bulletins ne sont pas arrivés dans le bureau de vote parce que tout cela est géré par le ministère et c'est un travail de choix. Et donc, après, il y a eu la loi cadre de Lomé qui a permis de dire, bon, maintenant, essayons de confier l'organisation de ces élections à une structure indépendante du pouvoir. Comme ça, on pourra voir si ça peut mieux marcher qu'auparavant. Je crois que c'est un choix qui est mérité, mais qui mérite aussi d'être approfondi. Oui. Et puis, c'est un peu partout la mode en Afrique et dans plusieurs pays. Si on fait le bilan globalement, on peut dire quand même que c'est mieux que de laisser les élections entre les seules mains de l'État.
Oui, non, c'est clair qu'il y a eu satisfaction. Parce que, en fait, c'était une question de méfiance, une question de manque de confiance qu'il y avait entre les acteurs. Et à travers ces formules qui étaient ces organes de gestion des élections, chacun pouvait du moins surveiller le processus. Donc, c'est un plus parce que déjà en Afrique, l'idée que nous avons, c'est qu'on n'est pas au pouvoir pour organiser une élection et la perdre. Voilà, donc à partir de ce moment, s'il y a au moins une structure qui permet d'atténuer ou bien qui permet de mieux faire la chose, je pense qu'elle ne peut qu'être encouragée. Mais pour le moment, aujourd'hui, il va falloir penser faire la chose techniquement un jour, mais pour le moment, beaucoup continuent par être campés sur leur position de suspicion. Mais est-ce qu'on n'exagère pas plus ou moins le rôle que les commissions électorales jouent dans l'organisation des élections? Monsieur Sibabi, est-ce que vous pesez vraiment, en tant que membre de la CENI, sur l'issue des résultats? Bon, cette question, pour mieux la réponse, c'est qu'il faut voir le contexte togolais. Ailleurs, ça marche bien. Au Bénin, ça marche parfaitement bien. Au Ghana, ça marche bien. Et d'autres pays. Mais au Togo, bien sûr, on fait un effort pour pouvoir faire marcher. Et effectivement, lorsqu'il y a une structure indépendante, elle a la possibilité de pouvoir gérer entre eux. Il y a toujours des débats, mais entre eux, de pouvoir amener la structure à bon port. Et effectivement, en réalité, le problème togolais n'est pas au niveau de l'organisation. C'est lorsque on va donner les résultats que le problème devient un autre problème. Donc vous parlez du processus de centralisation et de communication des résultats. Oui. Mais en amont, même au niveau du fichier électoral, le déploiement du matériel, ça veut dire que tout se déroule bien selon vous, la CENI fait... Oui, bien sûr, il y a des débats, le fichier électoral, et on arrive au cours de l'Assemblée à avoir un consensus pour pouvoir dire faisons ça de telle manière ou bien de telle autre manière. Et à partir de là, et si vous regardez, on ne voit pas un jour dire que la commission n'a pas pu faire tel travail parce qu'elle est en désaccord à son intérieur, mais elle arrive à faire le travail jusqu'à la fin, mais le jour où il faut proclamer les résultats après centralisation ou bien avant centralisation, les problèmes commencent. C'est le jour du vote que les problèmes commencent. Oui, bon, vous savez, déjà au niveau du bureau de vote, au niveau de la composition même des bureaux de vote, à la fin du dépouillement, les querelles liées aux procès-verbaux, est-ce que nous avons eu copie, est-ce que nous n'avons pas eu copie? Donc, la structure électorale est politisée à telle enseigne que tout commence par se jouer au niveau de ces bureaux de vote. En réalité, si fraude il y a, ce n'est pas la CENI. C'est depuis les bureaux de vote où parfois on vous dit tel a voté, tel n'a pas voté, mais on vous apporte des PV. Et au niveau de la CENI, en fait, c'est une sorte de compilation. Ou plutôt de la CELI, déjà, c'est une sorte de compilation. C'est ce qui vient des bureaux de vote que vous prenez. La CENI ne voit que du blanc. Voilà, en réalité, ce sont ceux qui jouent le rôle sur le terrain au niveau des bureaux de vote qui doivent être les vrais garants du processus. Mais aussi, sur le terrain, il y a plusieurs soupçons par rapport aux achats de vote, par rapport même à la corruption de certains membres qui se retrouvent dans certains bureaux de vote. Donc, il y a beaucoup, parce que à un moment donné, on a voulu confier toute cette charge-là aux politiques pour qu'ils soient là-bas. Donc, vous rentrez, alors que je me rappelle, au début, c'était l'administration qui le faisait avec la plupart du temps, c'était les enseignants qu'on déployait dans ces bureaux de vote au niveau des sites et qui faisaient le travail. Mais après, on a maintenant fait venir les partis politiques qui sont là également dans une certaine optique paritaire. Et tout ça, maintenant, quand c'est en capitale, il y a une certaine accalmie. Parfois, quand c'est à l'intérieur, il y a assez de suspicion. Donc, ce n'est pas vraiment au niveau de la CELI ou de la CENI, mais le problème commence depuis les bureaux de vote. Et il faut noter d'ailleurs que ce ne sont pas tous les partis politiques qui sont en mesure de déployer des membres dans tous les bureaux de vote. S'agissant de ceux qui ont déjà eu des places d'office dans ces bureaux de vote du fait de leur présence à la CENI. Après, vous prenez les autres candidats même qui n'ont pas de représentants à la CENI et qui doivent envoyer des délégués. Ils ne sont pas aussi en mesure de déployer leurs délégués sur toute l'étendue du territoire national. Donc, à la fin, on se retrouve dans un jeu où c'est celui qui est au pouvoir qui a la possibilité de couvrir, de quadriller et qui est soupçonné
de bien jouer le jeu, quoi. Autant dire, hein, sans langage de bois, doyen Sibabi, que les membres de la CENI ne maîtrisent pas grand-chose. Non. Dire que les membres de la CENI ne maîtrisent pas grand-chose, c'est trop dire. Oui, parce que de vos bureaux à Lomé, est-ce que vous savez ce qui se passe sur le terrain, dans les bureaux de vote? Bon, vous ne pouvez pas être dans votre bureau savoir, mais vous êtes sur le terrain en tant que superviseur. Mais voilà ce qui se passe, c'est que les bureaux de vote dont il parle, dont mon frère parle, effectivement, c'est des membres de la CENI qui, par l'intermédiaire de nos démembrements, essaient de les coopter pour pouvoir être représentés telle ou telle partie. Mais ce n'est pas là le problème. C'est le problème des fraudes a des ramifications. Ça peut être de l'extérieur. Par exemple, les achats de conscience. Les gens sont dans les bureaux, on vient leur donner de l'argent et on leur dit, bon, vous faites ceci. Oui, donc il y a des influences extérieures et des influences internes qui font qu'on ne peut pas dire qu'on maîtrise. Donc nous, on est en supervision et nos démembrements aussi supervisent les bureaux de vote. Et lors du scrutin, on est sur le terrain, on fait le tour pour voir comment ça se passe et ainsi de suite. Bon, vous ne pouvez pas dire d'une manière, c'est comme un observateur, il dit ce qu'il a vu, il ne peut pas dire que j'ai tout vu. Donc on ne peut pas être partout, mais dès qu'on vous alerte qu'il y a un problème ici, vous essayez de faire tout pour pouvoir le résoudre. Arrêtons-nous un moment sur ce qu'on appelle indépendance de cette commission électorale ou de ces commissions électorales. Voilà un groupe de 10-20 personnes constituées, rien que dans la majorité des cas, des représentants de partis politiques. Est-ce qu'on peut parler d'indépendance dans ce cas? Indépendance, que cherche la politique alors? Monsieur Sibabi, oui. Vos commissions sont-elles indépendantes? Oui, elles sont indépendantes. De qui? Vous savez, vis-à-vis du pouvoir. Elles sont indépendantes vis-à-vis du pouvoir puisqu'elles organisent sans demander. Ce n'est pas chaque matin qu'on va pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Nous avons la capacité, la probité et puis l'intégrité morale de pouvoir organiser. Voilà ce qui devait être un membre de la CENI. Donc, si vous avez un certain nombre de bagages qui vous permettent de pouvoir faire un travail, vous le faites sans demander l'avis de quelqu'un et lorsque vous suivez. Donc, pour revenir à votre question réellement, c'est que, vu le contexte de notre pays. Mais ce n'est pas seulement au Togo, dans beaucoup de pays, les CENI sont constitués de représentants de partis politiques. Dans les autres pays, ça marche bien. Parce que si vous allez au Bénin, les élections sont organisées, vous-même vous êtes émergé. Bon, avec des contestations, on parle souvent du Bénin comme si c'était... Oui, c'est une référence au niveau des pays francophones. Une référence peut-être trompeuse, parce que j'ai vu beaucoup d'élections au Bénin, ça murmure. La seule différence, eux, ils ne crient pas sur tous les toits ce qui se passe, Oui, mais quand vous allez dans un bureau de vote, moi j'étais aux dernières élections présidentielles comme observateur. Je suis allé dans un bureau de vote, j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, on ne peut qu'avoir des références comme ça. Et la référence anglophone qui est le Ghana ou bien le Nigeria. Même au Nigeria, vous avez... Tout cela dépend du contexte de l'environnement juridique, etc., administratif, etc., qui permettent de pouvoir avoir une CENI vraiment indépendante ou bien une CENI qui a des petits coquilles dans son indépendance. Mais l'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Donc c'est aux membres maintenant d'assumer et de pouvoir être indépendants vis-à-vis de qui que ce soit. Madi Diabakate, nos commissions, les commissions électorales, sont-elles vraiment indépendantes? En tout cas, je dirais au prime abord que le « i » est un adjectif dangereux qui a été mis là-bas. Parce que, je vais vous donner un exemple très simple au Togo. Pour la CENI qui était en place pour 2015, l'organisation de la présidentielle, un matin, le parti au pouvoir s'est levé pour dire « mais ceux que j'ai envoyés à la CENI là, ils ne sont pas trop combatifs, il les a virés ». Oui, l'opposition en a fait autant. Justement, c'est ça ma logique. C'est pour montrer finalement que ces personnes qui sont désignées pour aller à la CENI, en réalité, déjà ne sont pas indépendantes parce qu'elles travaillent selon le bon vouloir des partis politiques qui ont procédé à leur désignation. Donc, ça veut dire que la CENI a un problème. Alors qu'en principe, quand un parti politique vous propose ou même vous désigne
pour aller à la CENI, il faut des garanties pour que dès que vous arrivez là-bas, vous n'êtes plus dépendant d'eux, mais vous travaillez dans le cadre de la CENI et vous travaillez comme il faut. C'est un peu comme le mandat des députés. On dit qu'il n'y a pas de mandat impératif s'agissant des députés. Donc, on ne peut pas envoyer quelqu'un à la CENI et lui confier un mandat impératif pour lui dire, quand nous on dit il faut tousser là-bas, si tu refuses de tousser. Parce qu'en 2015, vous avez vu, à un moment donné, celui que l'opposition a envoyé, en l'occurrence l'ANC, il a voulu montrer vraiment qu'il pouvait faire se bagarrer. Donc, ce sont des clichés qu'il faut essayer de revoir. Et quand déjà, ils sont pas, les membres, les commissaires à la CENI ne sont pas indépendants vis-à-vis de leur parti politique, il y a un problème. Oui, mais au même moment, est-ce que ça ne règle pas un problème? À défaut que la commission soit indépendante, elle est équilibrée du point de vue courant politique. Non, elle n'est pas équilibrée. Les courants politiques sont représentés, mais elle n'est pas équilibrée en réalité. Parce que quand vous partez du principe, vous avez d'un côté le parti au pouvoir qui s'arroge d'office la moitié, et maintenant donne la moitié aux autres. C'est-à-dire l'opposition. À l'opposition pour se partager. Et dans cette même opposition, on fait des alchimies pour vous montrer qu'il y a une opposition proche du pouvoir et une opposition vraiment une opposition non parlementaire proche du pouvoir et une opposition non parlementaire loin du pouvoir. Vous comprenez que le jeu est biaisé. Après, on apporte l'administration. En réalité, dans un pays comme le Togo, où nous avons le même parti politique qui a dirigé ce pays depuis plus de 50 ans, vous ne pouvez pas faire carrière dans l'administration et avoir des postes de responsabilité ou bien être nommé pour le compte de l'administration si vous n'avez pas la bénédiction du parti en place. C'est une vérité, il faut le dire. Au même moment, je vois certains cadres rentrer dans l'administration publique venant de l'opposition. Non, certains cadres de l'opposition sont dans l'administration publique, mais on sait combien d'entre eux souffrent pour pouvoir travailler. Et on sait aussi, ces cadres de l'opposition qui sont dans la fonction publique, combien ont des postes de responsabilité. Pratiquement rien. Ils sont là, mais ils n'ont rien. Ce sont nos réalités. Et c'est normal parce que les mêmes ont verrouillé tout depuis 50 ans. Il ne faut pas être étonné. Ce n'est que ce que ça peut avoir comme conséquence, s'agissant de l'administration. Vous allez plus loin. Nous prenons la société civile. Après l'APG, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une société civile proche de l'opposition et une société civile proche du pouvoir. Les deux membres ont été cooptés, soit par le pouvoir, soit par l'opposition. Il y a problème. Alors, M. Sibabi, dites-nous franchement, sans détour, est-ce que vous recevez des ordres de vos partis politiques? Non, on ne reçoit pas des ordres parce que, en réalité, non. Je ne reçois pas. Je suis sincère. Non, les partis politiques ne vont pas dans les détails. Ils vous envoient pour faire un travail de transparence. C'est lorsque vous-même vous sentez que vous avez des difficultés que vous allez voir votre parti politique pour dire j'ai telle difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Mais aller chaque matin avoir des injonctions pour pouvoir venir travailler, non, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Bon, il y a des principes qui existent, qui sont des normes internationales et que vous devez respecter lorsque vous organisez une élection de ce genre. Donc, vous ne devez pas dire, mon parti dit ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Donc, je crois que, effectivement, notre gros problème, c'est ces encadrements qui ne sont pas faits lorsque quelqu'un vient dans la CENI et de pouvoir rester sans avoir à avoir des cas où dont mon frère parle de mandats impératifs, etc. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement un problème de date d'élection. Nous avons analysé d'une manière technique et on a pu dire voilà la date là qui convient pour pouvoir faire l'élection présidentielle. Les gens trouvaient que pourquoi ils n'ont pas protesté quand on a fait ceci. Et donc, il faut les renvoyer. Or, en réalité, on est revenu à ça. Donc, je crois qu'ils ne les renvoient pas sur des problèmes de fond, mais c'est des problèmes superficiels. Les problèmes de fond, comment organiser les élections. Donc, vous pensez qu'avec des représentants de partis politiques, on peut s'en sortir avec...
Donc c'est pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que notre démocratie soit quelque chose de plus huilé et que nous pouvons faire confiance au ministère de l'administration territoriale ou bien de l'Intérieur pour que l'État puisse organiser les élections. C'est la seule manière de l'organiser. Mais il y a une alternative parce qu'on parle aussi de la possibilité de former une commission électorale technique. Oui, mais ça c'est le ministre de l'administration territoriale avait même émis cette idée. Il est parti dans ce sens et après, tout d'un coup, il change pour dire que non, mais les élections, on va organiser ça comme ça. Donc, mais je crois que ce n'était pas une bonne chose parce que d'abord, ces techniciens, dans le contexte togolais, il faut que vous ayez un support sur lequel vous devez travailler. Parce que le travail à la CENI, ce n'est pas un travail facile. Les pressions qui peuvent arriver. Une personne technique que vous choisissez, surtout dans l'administration, le frère vient de le dire, une administration où depuis 50 ans, les gens doivent voir que ce que voit le pouvoir en place. Donc, est-ce que c'est dans cette administration qu'il faut choisir? On a choisi des juges qui sont dans les CELI. Allez voir, est-ce que c'est la meilleure solution? Et on va choisir des gens qui vont venir pour pouvoir faire un travail où ils auront des pressions pour dire de faire ceci. Alors que si vous le prenez d'un parti politique... Est-ce que les pressions sont automatiques? Vous, vous en avez reçu de quelle nature? Tout le monde en reçoit. Comme quoi? Mais prenez, je donne l'exemple de 98. Non, laissez 98, il y a eu... Non, mais c'est que... Il y a eu 2002 aussi, vous étiez là en 2005, il me semble aussi. Non, 2005, j'étais là. Oui, 2000. Là. Quelle forme de pression, par exemple? Mais, surtout les responsables de la CENI. Le président de la CENI, on lui donne des injonctions de publier les résultats. Non, mais vous n'avez pas été président, donc vous ne pouvez pas témoigner. Vous-même, personnellement... Oui, mais lorsque les gens vous appellent pour dire que pourquoi vous avez fait ceci, ou bien passent par d'autres personnes pour vous demander pourquoi ceci. Ce sont des explications, ils ont le droit de vous demander. Non, ils aimeraient que vous puissiez faire ce qu'ils veulent. Pour régler le problème, est-ce qu'il faut passer à une CENI technique? C'est ce que j'encourage d'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs ce que j'ai recommandé dans mon essai en question. Mais je perçois à chaque fois que j'en parle des hésitations chez le commun des Togolais parce qu'ils vous disent, mais s'il faut trouver technicien au Togo aujourd'hui, c'est des gens qui sont proches du pouvoir. C'est ça en fait la crainte principale des gens. Mais alors qu'on oublie que ces gens qui sont proches du pouvoir, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi les garanties qu'il faut. C'est pourquoi on peut faire de l'influence sur eux. Quand vous mettez en place une CENI technique, aujourd'hui, Dieu merci, avec la feuille de route de la CEDEAO, le point 38 insiste sur ces réformes constitutionnelles, sur l'aspect de la CENI. Quand vous prenez, ça veut dire, quand vous arrivez à constitutionnaliser la CENI n'est plus ce jouet qui était juste sur la base d'une loi qu'on pouvait traficoter chaque matin. La CENI devient une institution de la République au même titre que la Cour constitutionnelle, au même titre que la Cour des comptes, au même titre que les autres institutions que vous savez. Donc, à partir de ce moment, si on fixe la composition de la CENI, on fixe les garanties, les prérogatives des membres qui pourront siéger à la CENI, et surtout, l'élément important, quand quelqu'un est élu ou bien quelqu'un est envoyé quelque part, sa préoccupation première, c'est d'y rester. Mais si on fixe un mandat clair, comme c'était le cas en 92 avec la Cour constitutionnelle, où tu n'avais qu'un mandat de 7 ans non renouvelable. Si on met en place des conditions claires pour la CENI, où on dit les gens y vont, quand tu y vas, c'est pour telle période, tu n'es sous la pression de personne, ça peut aller. Vous prenez l'exemple sénégalais. Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, ce sont les cadres qui sont sur une liste de l'administration qu'on propose à la CENI. Mais après un certain nombre d'années, par exemple au Sénégal, on le fait de sorte à ce que ce sont des gens qui sont pratiquement vers la fin de leur carrière. C'est des gens qui, quand ils vont travailler, ils ne vont pas se dire, bon, quand je vais quitter ici, là, peut-être qu'on va me renvoyer dans un petit ministère. Non, c'est des cadres supérieurs de l'administration, des gens qui savent qu'ils ont fait leur mission et après... Donc ces techniciens, on peut les trouver facilement, sans étiquette? On peut les trouver parce que, je donne un exemple très simple. Le doyen Sebabi est là ici. Il peut aussi être considéré comme un technicien. Mais il est surtout politique. Non. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Oui. Il peut être considéré comme un technicien quand il ira postuler
pour être à la CENI, non pas sur recommandation de son parti politique, mais sur sa propre candidature avec ses compétences qu'il a. Vous savez, le Bénin vient de faire une nouvelle loi sur les partis politiques. Et ce qui est intéressant dans la loi béninoise, c'est que quand vous êtes membre de la CENI, vous êtes membre d'une ONG, vous ne pouvez plus être dans un parti politique actif. Vous ne pouvez être actif dans un parti politique. Ce sont ces genres de mécanismes qui permettent de réguler les choses. Nous savons que tout citoyen a un penchant politique. Vous qui êtes ici, vous avez un parti politique de cœur. J'ai mon parti politique de cœur. Bon. Même si, non, vous en avez. Pas vous certain. avez toujours voté. Pas certain quand même. Vous avez toujours voté. Un bon citoyen. Oui, je fais un choix technique. Voilà. Donc, ça veut dire que les compétences, au-delà du fait qu'on peut retrouver certains politiciens qui sont compétents parce qu'au fil des ans, ayant acquis toute l'expérience dans la matière, mais quand on parle d'élections aussi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique et l'aspect logistique. Généralement, au niveau des élections, c'est ça. Aujourd'hui, le profil du doyen Sebabi, c'est aussi ça, c'est la sécurité informatique. Quand on parle aujourd'hui de fichiers avec un profil comme le sien, on est sûr qu'une base de données entre ses mains peut être protégée. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut constituer une CENI aussi et désigner les gens, on tient compte de ces différents aspects. Qui maîtrise le cadre réglementaire, qui maîtrise l'aspect logistique en matière, la logistique électorale, qui maîtrise l'administration des bases de données ou la sécurisation des fichiers. Donc, quand vous tenez compte de tout ça, les gens viendront avec des compétences et c'est sur cette base que vous les désignez. Et les compétences recherchées de plus en plus au niveau des CENI sont les ingénieurs informaticiens. Pourquoi il est si facile de truquer les choses avec les machines? Non, c'est pas avec les machines qu'on truque. C'est vrai. Les gens truquent avant d'arriver. Même certains ne veulent même pas qu'on utilise les machines. Je me rappelle quand j'étais au ministère, on a fait le concours, on voulait proclamer on voulait faire le concours en faisant l'informatisation. Le ministre qui est venu dit que non, mettez ça de côté, c'est pas ce que je veux. Donc, les gens qui veulent frauder, ils n'ont pas besoin de machines. Sinon, on pouvait mettre les machines ou bien on met la machine et ils savent comment contourner pour frauder. Oui, mais le problème, pour revenir à l'élection, à une CENI technique, c'est pas que je suis contre, on peut prendre, mais c'est que le concept de notre pays, le contexte de notre pays fait que moi, je n'adhère pas à cette solution-là. Et vu ce que j'ai vu, moi, pendant plusieurs années, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, parce que d'abord, est-ce que l'alternance est acceptée par tous? C'est pas évident. C'est ce qui fait que nous avons des crises de résultats. Les gens n'ont pas encore intégré qu'il peut y avoir un jour alternance. Donc, ils sont prêts à faire tout pour que les résultats soient ce qu'ils veulent. Oui, de la même manière, les autres sont prêts à tout faire pour arriver. Qui n'ont pas un bagage. Si vous me dites, par exemple, mettons un président venant d'une institution forte, les religieux, tout ça là, je suis d'accord parce que derrière lui, il sait qu'il y a une force qui peut le soutenir. Mais une personne que vous prenez dans la vie courante comme ça pour dire quelque chose, c'est lourd. C'est lourd à supporter et la personne peut craquer. Il y a donc, c'est dans cette situation que moi je vois que pour le moment, je dis bien pour le moment, je crois que la meilleure solution c'est de garder ça. Maintenant d'améliorer. C'est une technique après. Mais d'améliorer. Je ne dis pas que d'améliorer juridiquement comment pouvoir les protéger, les sécuriser pour qu'ils fassent un travail sans avoir à avoir des influences. Je voudrais qu'on fasse un focus sur le cas ghanéen qui a une CENI permanente. Madi Diabakate, un spécialiste en la matière, expliquez-nous comment ça se passe là-bas, qu'est-ce qui fait la solidité de ce système? Alors, la solidité du système ghanéen, d'abord, c'est que les gens ont compris la mission pour laquelle ils ont été désignés. Et au Ghana aussi, il y a eu déjà, cette structure a fait plusieurs opérations qui ont permis aux populations d'avoir confiance en elles. Parce que nous avons expérimenté l'alternance là-bas. Et les gens qui y atterrissent également aussi n'ont rien à voir avec des partis politiques. Donc, à partir de ce moment, ce sont des gens qui arrivent, comme on le dit, avec une mission claire, avec une feuille de route claire et qui sont engagés pour ça. Donc, tout ce qu'il y a comme élection, ils s'intéressent à ça. Ils sont chargés
l'organisation, de la supervision et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est juste le fait que cela a apporté des résultats positifs qui fait aujourd'hui que personne ne crie, chacun est satisfait du travail. Parce que chacun se dit, si tant qu'eux, ils sont là, je suis sûr que mes voix sont protégées, le résultat que j'ai eu normalement est garanti. C'est tout. Maintenant, quand vous prenez nos pays où il y a toujours des hésitations, c'est juste parce que quand les gens vont déjà dans cette structure d'organisation des élections, ils y vont en tant que défenseurs de X ou défenseurs de Y. Alors qu'en réalité, on vient dans cette structure en tant que défenseur de la nation. Et quand tu viens et tu es habitué à ça, tu sais que j'ai un mandat qui court jusqu'à telle période. Voici ce que je peux faire, voici mes prérogatives, voici ma feuille de route. Tu fais ton travail sans problème et tu es à l'abri des pressions extérieures et autres parce que les gens se disent, ce travail, c'est un travail qui est fait sans tenir compte de l'intérêt de X ou Y, mais c'est de notre intérêt à nous tous. Quand vous prenez aujourd'hui, vous avez vu la dernière élection présidentielle au Kenya, jusqu'à ce que les gens aient été amenés à liquider l'informaticien. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des choses où quand les gens même ne sont pas conscients des enjeux et que les gens pensent qu'il faut juste mettre la forme, c'est-à-dire j'ai mis CENI, ça va, maintenant je passe par où pour rafistoler tout ça. Quand vous êtes dans cette mentalité, ça ne va jamais évoluer. Mais quand vous êtes conscient du fait que je veux assumer une responsabilité et j'ai besoin de l'onction du peuple, et cette onction, je suis prêt à accepter que je sois désavoué ou que je sois conforté par le peuple. Si vous le faites, vous allez voir qu'on n'aura pas de problème avec nos CENI. Mais quand les gens sont braqués là-bas, où le premier réflexe, quand il y a un problème, c'est de passer au vote pour qu'une majorité écrase l'autre, au lieu de chercher des portes de sortie, on ne peut que admirer l'exemple ghanéen qui en réalité n'est pas une magie. Ce n'est pas de la magie. Du concret maintenant dans le contexte, dans le cas togolais, on va s'absentir pour le reste du temps qui nous reste. Quel CENI faut-il garder, pour quel CENI faut-il opter pour les prochaines échéances électorales? Non, c'est qu'on ne fera pas des miracles, mais je crois que d'abord il faut une CENI paritaire, c'est ce qu'il a dit. Lorsque vous avez, quand le président qui est d'abord s'aperçoit qu'il a la majorité, et tout d'un coup, il dit votons. Par exemple, je donne toujours l'exemple de 98. On était 4-4 plus pendant Onana. On n'a jamais voté. Et puis moi, je ne vais pas à la CENI. Ça peut conduire à un blocage aussi. Non, je ne vais pas à la CENI pour voter parce que même dans le code, on dit que c'est le consensus qui est de règle. L'exception, c'est le vote. Mais malheureusement, les gens, sachant qu'ils ont la majorité et que, bon, votons. Non, on peut discuter. On peut discuter. Le président est là pour pouvoir amener tout le monde à un consensus. Mais lorsque ça ne se passe pas, donc on a des problèmes. Donc moi, je veux que ça soit une CENI paritaire. Et que si, avec ça, avec les problèmes que nous avons jusqu'à présent, on trouve une personnalité qui va chapeauter tout cela, ce serait intéressant. Comme ça, le problème de voter ne va pas venir. Parce que c'est une frustration de plus au niveau des gens. Et donc, on aura une CENI paritaire, tel nombre, et puis le président qui est une personnalité de consensus. Donc ça veut dire que vous souhaitez une recomposition de la CENI actuelle? Mais bien sûr, et c'est une évidence parce que si vous lisez la feuille de route, vous trouvez qu'il y aura des réformes à faire. Et ces réformes amènent à toucher au code électoral. Parce qu'on dit renforcement de la CENI. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est maintenant avec les facilitateurs qu'on va voir ce qu'on met là-dedans. Après avoir fait le renforcement, on dit qu'il faut que la diaspora puisse voter. La diaspora veut voter parce que ce qu'on a mis dans le code ne permet pas à la diaspora de voter. Et on a dit qu'ils peuvent se faire recenser dans le pays, s'ils sont au pays, mais on n'a pas dit qu'ils doivent se faire recenser ailleurs. Donc tous ces éléments-là, plus d'autres, font que naturellement il faut revoir le code électoral pour pouvoir mettre d'autres choses. Et donc lorsque vous aurez fait une nouvelle loi, on sera dans l'obligation de pouvoir recomposer la CENI. Maldi Diabakate, croyez-vous en la nécessité
de recomposer l'actuel CENI. C'est sous cette forme qu'on a fait plusieurs élections avec la commission. Est-ce qu'il faut la recomposer? Je pense qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Parce que, vous savez, le problème au Togo a toujours été lié aux élections. Et si on s'empresse, on court, on met la charrue avant les bœufs pour dire nul n'a dit de revoir la CENI, on a juste dit aux autres de venir se joindre, il ne faut pas être surpris de voir à la fin des élections les mêmes problèmes revenir. Dans tous les cas, quand vous prenez le point 38, il a trait aux réformes constitutionnelles. Je parle de la feuille de route de la CEDEAO. Le point 38 a trait aux réformes constitutionnelles. Et en son point D, il est fait cas de la CENI et des élections. Donc ça veut dire que ces questions doivent être revues au niveau des élections. Maintenant, aujourd'hui, c'est normal, c'est les politiques qui sont aux commandes. Malheureusement, la société civile aussi s'est fourvoyée pour se mettre derrière les partis politiques, comme c'est devenu la mode, proche du pouvoir, proche de l'opposition. Sinon, aujourd'hui, moi, j'aurais pu encourager la société civile à demander aux politiques d'arrêter et de nous proposer une CENI technique purement et simplement. Mais malheureusement, tout le monde s'est trouvé un camp. Maintenant, s'il y a deux camps, il faut maintenant trouver le consensus en allant dans une dynamique paritaire qui puisse permettre de revoir. Mais pour moi, je reste convaincu qu'au-delà de ça, il y a plusieurs choses à revoir. Tout à l'heure, le doyen Sibabia parlait de la présidente en 98. Je suis de ceux qui disent d'ailleurs que les magistrats n'ont pas leur place à la CELI. La commission électorale locale. Oui, la commission électorale locale indépendante. Les magistrats n'ont plus leur place là-bas. Parce Pourquoi? il faut juste prendre l'esprit qui avait prévalu pour qu'on mette un magistrat à la tête de la CENI lui-même. Si à partir du moment où, par le haut, vous le supprimez parce que vous ne le voyez pas opportun, il faut le supprimer aussi par le bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces magistrats, en réalité, le président de la CENI n'a aucune influence sur eux. Alors que les élections, comme on l'a dit tout à l'heure, se jouent entre les CELI et les bureaux de vote. Ce qu'ils font là-bas, c'est ça que le président encaisse après et est obligé d'endosser. Mais en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont sous l'influence directe du président de la CENI. Et ces mêmes magistrats, dans les localités où ils sont, laissons nos magistrats à Lomé ou ici où nous tous on mange ensemble et on se connaît. Un magistrat à l'intérieur, c'est un dieu. Il est à la fois le procureur, il est à la fois le juge d'instruction et il est à la fois le dieu. Donc, qui que vous soyez, de quelque parti que vous êtes, vous ne pouvez pas tenir tête à ces personnes à l'intérieur. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas qu'on s'est réveillé pour le dire. C'est qu'on a eu la chance de discuter avec des gens qui ont travaillé dans des CELI. On a vu comment ça a marché, comment ça a capoté et quelle est l'influence un peu néfaste de la position des magistrats à ces différents niveaux. Vous allez plus loin, aujourd'hui pour moi, les magistrats, ce n'est pas l'administration, parce qu'ils ne sont d'ailleurs pas régis par le statut de la fonction publique. Ils ont un statut particulier. Donc, ce sont des gens qui sont là, normalement, et qui peuvent intervenir dans le cadre du contentieux électoral. Donc, la place de la justice, en réalité, dans un processus électoral, existe déjà. C'est au niveau du contentieux électoral. Et mais quand le contentieux électoral est géré par la Cour constitutionnelle. Non. Il y a d'autres contentieux. Il y a d'autres contentieux. Par exemple, au niveau des inscriptions, il y a un contentieux. Il y a beaucoup de contentieux oui. qui doivent être gérés par des magistrats. Oui. Et quand vous prenez ces mêmes magistrats qui ont l'obligation de gérer ces contentieux dans nos préfectures à l'intérieur, ils sont encore présidents de la CELI. Mais quand même, essayons de ne pas mélanger tout à la fois, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui doivent être faites pour que les élections marchent, pour atteindre ce que nous appelons la sincérité des processus électoraux. Ce n'est pas seulement la recomposition de la CENI ou autre, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être revues, point par point. Même cette affaire de fichier électoral dont on parle, on le fait comment? Aujourd'hui, que nous ne voulons pas, il y a des suspicions sur l'opérateur ZTS qui aujourd'hui fournit les kits au Togo. Les gens soupçonnent cette base d'être corrompue. Est-ce qu'il faut décider maintenant de mettre fin au partenariat avec ZTS et trouver un nouveau partenaire pour faire cette révision du fichier électoral? Donc, il y a beaucoup de questions pour lesquelles je pense que si on prend le temps de discuter et de se projeter, on pourra
aller loin. D'ailleurs, les discussions ont commencé avec le représentant de la CEDEAO, le président de la commission, Bro, qui était avec vous d'ailleurs il y a quelques jours, donc pour dérouler cette feuille de route. On va clôturer notre émission sur une réflexion née de la contestation presque automatique des élections en Afrique. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut éviter ces contestations? Autrement dit, est-ce qu'on peut organiser des élections crédibles en Afrique? Doyen Sibabi, la question est à vous. La patate chaude, hein? Non, on ne peut pas éviter ces protestations. Parce que même moi, j'aime le football. Quand vous regardez le football, quelqu'un attaque brutalement, on lui fait un carton jaune et il dit qu'il n'est pas content. Oui. Donc, on ne peut pas protester, mais c'est que nos organes de gestion, c'est-à-dire à la fois la CENI, la Cour constitutionnelle, et puis, etc., doivent être exemplaires. Lorsque c'est exemplaire, par exemple, moi j'ai salué ce qui s'est passé au Kenya. Vous voyez, la Cour constitutionnelle, je crois que c'est comme ça. La Cour suprême a eu la capacité de pouvoir rejeter un résultat. Donc, je crois que quand les gens ont les éléments valables pour pouvoir contester, on leur donne le droit de contester, que à la Cour maintenant de pouvoir juger est-ce que c'est valable ou bien c'est pas valable. Donc dire que bon, parce qu'il y a beaucoup de contestations, on ne peut pas, parce que toujours celui qui perd peut être un bon perdant ou un mauvais perdant. Avez-vous été souvent des bons ou des mauvais perdants? Nous n'avons pas été un mauvais perdant. On a toujours été parce qu'on a gagné. La preuve, vous prenez depuis 80, surtout les élections. Mais vous n'avez jamais pu apporter les preuves. Voilà. Non. On a des preuves, c'est que les preuves... Que vous n'avez jamais... Non, justement, c'est le problème de pouvoir les présenter. Et quand on les présente, on rejette. Et en 98, on ne nous a même pas donné l'occasion de présenter les... Mais de moment des journalistes... En 2005, ça s'est passé... On n'a pas vu l'opposition présenter les procès-verbaux de tous les bureaux de vote. La plupart du temps, vous n'en avez même pas la moitié. Lorsque nous sommes fatigués de voir que, même si vous présentez... vous n'avez jamais présenté la totalité des procès-verbaux. Non, on n'a pas besoin de présenter. Est-ce qu'eux, ils ont pu avoir tous les procès-verbaux? Moi, je suis à la série, lorsque vous demandez certains procès-verbaux, vous ne les voyez pas et on vous dit que les résultats sont là. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Donc, c'est pas ça le problème, c'est de pouvoir voir est-ce que les contestations qui sont faites sont valables et que ça nécessite à revoir les résultats. C'est ce qui est nécessaire à voir. Badi Diabakate, peut-on avoir des élections acceptées tout le temps en Afrique? Bon, moi je vous dirais que si ma mémoire est bonne, en 2015 au Togo, on a vu le candidat du CAP 2015 dire qu'il ne jugeait pas pertinent de faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce à dire qu'il a accepté les élections? Non, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas être fatigué parce que quand vous vous engagez à aller à une élection, vous savez que soit en cas de défaite, voici les voies de recours qui s'offrent à moi. Ouais. Vous ne pouvez pas jouer au sélectif. Vous donnez du crédit à la chose, c'est ça malheureusement. Maintenant, plus sérieusement, c'est-à-dire aujourd'hui en Afrique, nous avons des pays qui donnent de l'espoir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans notre Togo avec nos particularités qui font que les gens finissent par perdre espoir. Je parle du Togolais ordinaire. Les gens ne savent plus si c'est la démocratie ou si c'est quoi. Et les gens sont aujourd'hui dans ce que j'appelle l'état d'adoration. On se remet à Dieu pour nous délivrer un de ces quatre. Donc on peut continuer par dire que dans des pays comme le Togo, si on ne prend pas le temps de faire des réformes en prenant exemple sur nos voisins pour dire... Oui, mais dans quel pays ça marche? On parlait de bons exemples. Mais oui, les bons exemples, il y en a. Je vous donne un exemple très simple. Prenez le Sénégal. Oui, au Sénégal, la dernière fois, les élections, l'opposition a crié haro sur le baudet, que tout a été volé, que c'était un hold-up électoral. Non, vous savez, vous avez vu même au Mali, qui vient de se terminer, où l'intéressé, et je parle du troisième et du quatrième, qui n'ont pas appelé à voter. Qui n'ont pas appelé à voter en disant que c'était une mascarade. Ouais. Mais c'est dans cette mascarade qu'ils se réclament comme troisième et quatrième force du pays. Non, soyons sérieux. Sincèrement, il faut qu'en Afrique, on commence par se dire,
nous avons des concitoyens à qui nous confions des responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité que l'opposition aussi apprenne à accepter les résultats? Parce que... Bon, si vous mettez en place les mécanismes comme il faut, parce que si le WAD, moi je repars toujours sur les gens sénégalais, si WAD a été battu, c'est parce que la société civile avait été mise à contribution et les gens étaient partout, les résultats étaient disponibles. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour ce qui a été fait dernièrement sous Macky Sall ou bien ce qui se fait même au Mali où les représentants des candidats ne sont même pas dans les bureaux de vote. Pourquoi est-ce qu'après ils vont crier au scandale alors qu'ils avaient l'obligation? Mais ils ont crié au scandale. Non, ils devaient être là. Oui, mais ils ont crié au scandale. C'est ça le problème. Si vous n'êtes pas là, ils n'avaient pas le droit de crier, mais ils ont crié. Si vous devez être là et vous n'avez pas pris la peine d'être là et que les gens font ce qu'ils ont à faire, après ne soyez pas surpris. C'est normalement pour éviter ça qu'on vous a demandé d'être là. Mais dans un pays comme ça, si vous allez aux élections et vous-même vous avez peur de certaines zones, ne soyez pas surpris que ceux qui vont dans ces zones vous rapportent. C'est comme quelqu'un disait au nord Togo, il y a un coin là où personne ne va, c'est un seul gars qui vient chercher l'urne avec les bulletins de vote et il traverse avec sa pirogue. Après, le soir, il vous ramène et tout le monde lui dit merci parce que personne ne voulait d'ailleurs monter dans cette pirogue pour aller de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs choses que nous faisons et qui se rejaillissent sur notre processus. Mais nous devons nous engager et nous dire que nous pouvons atteindre cette perfection que nous avons vue ailleurs dans d'autres pays. Hollande était en France avec son... je commence par Sarkozy. Il était président de la France. Le ministère de l'Intérieur a organisé les élections. Sarkozy a perdu. Il s'est caché. Hollande a compris qu'il perdra. Il n'a même pas voulu aller se porter candidat. Mais c'est quand on est sûr qu'on peut tripatouiller, qu'on s'amuse à crier chaque jour, on répond à l'appel du peuple. Oui, c'est Babi, est-ce que vous, dans l'opposition, vous n'avez pas également une partition à jouer au lieu d'attendre pour crier à la fraude, à la fin, toujours? Vous devez vous organiser, vous renforcer. On s'organise, puisqu'on a des membres on a dans chaque bureau de vote, on a un représentant du candidat. Théoriquement, mais pratiquement, Non, après, ces résultats, il faut les compiler, il faut les centraliser, compiler, et puis pouvoir donner un résultat. Et en 2010, les gens, l'ANC voulait traiter ces résultats, on est parti tout cassé. Donc, c'est quelquefois des refus. Et bon, en 2015, on a vraiment compilé les résultats. Et c'est ce qui nous a valu comme renvoi de la CENI. Parce que on nous a renvoyé. Mais après, vous n'avez pas présenté vos résultats. Parce qu'on on a bien présenté les résultats que nous avons à notre disposition. Et on avait les résultats, mais certains résultats étaient trop frauduleux que nous Au même moment, c'était trop facile de dire nous présentons que 40% ou 50% des procès-verbaux et les autres, nous ne les avons pas eus. Et il y a une réalité, si le doyen le permet, je vais le dire. Vous savez, à l'intérieur du pays, vous rentrez dans un bureau de vote, les gens de la société civile vous disent, mais tous ceux-là qui sont là-bas assis au nom des partis politiques, ce sont tous des gens du parti au pouvoir qui ont pris la place de ceux de l'opposition qui ne sont pas arrivés. C'est des réalités. Ça veut dire aussi qu'il y a certains endroits où l'opposition n'arrive pas à faire vraiment acte de présence. Même à Lomé, ici, on le voit. Quand tu vas, par exemple, en 2010, je me rappelle, tu vas à Baguida, on a viré tous les gens du pouvoir là-bas et les gens de l'opposition ont pris les bureaux. Vous revenez vers Demakoué, Agoué, c'est l'inverse. On a viré les gens de l'opposition. Les gens du pouvoir ont pris leur place. Mais dans tout ça, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que, qu'on veuille ou pas, qu'on obtienne les réformes de tour et qu'on sort, si l'opposition togolaise ne saisit pas l'expérience courte d'un an qu'elle vient de vivre avec le C14 pour continuer dans une dynamique unitaire, aller aux élections dans cette nouvelle dynamique, souffrez que lorsque vous viendrez vous plaindre encore, vous aurez affaire à nous sur le plateau. D'accord, merci beaucoup. Merci, on va s'arrêter. Ce conseil qui est très pertinent et que nous allons prendre en compte. On va s'arrêter là et donc refermer les portes sur le nouveau forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.